J'ai noté comme ça quelques éléments, hein, notamment sur votre dernière présentation, sur la question du marché. C'est pas un marché. On considère tout simplement que le marché, c'est quand il y a une production de valeur. Et en cela, on l'oppose tout simplement à l'historique familial des services à la personne ou l'historique associatif. Aujourd'hui, on est dans une situation de valeur et de création de valeur. C'est juste une remarque sur laquelle vous pourrez rebondir. Comme M. Lereche, la question de l'asymétrie des attentions, qui effectivement est tout à fait à souligner, mais l'asymétrie pas des sensations peut-être, mais c'est plus joli peut-être l'asymétrie des sensations, mais des attentions en tout cas, est l'essence même des services. C'est que bien avant Jean-Jacques Gressier, James Esquet dans les années 70 avait montré le service profit chain, où il montrait particulièrement que ce qui est important dans une entreprise, ce sont les collaborateurs et pas les clients. Sans clients, on n'a pas d'entreprise, donc on n'a pas à se poser la question. Par contre, effectivement, c'est tout à fait le cas. Simplement, je l'ai noté parce que quand on dit qu'il n'y a pas de low cost possible dans les maisons, dans les services à la personne, c'est la question que s'est posée James Esquet dans les années 70 à partir de l'aérien, en disant dans l'aérien on ne pourra jamais faire du low cost. C'est impossible. Et finalement, on a réussi à faire du low cost, notamment grâce à repenser les processus comme ça. C'est simplement des points que je voulais noter. Enfin, le dernier, effectivement, c'est sur l'innovation. Ça, simplement, on était tous entendus là-dessus, mais c'est important pour le débat. On entend bien l'innovation comme réelle production de valeur. Sinon, ça s'arrête évidemment au stade d'un candidat à l'innovation et pas une innovation. On a bien des candidats à l'innovation qui sont parfois restés au stade d'invention. Et pour nous, l'innovation, c'est effectivement un processus de valeur qui se définit, je le rappelle très rapidement, selon les 4 typologies: service, organisation, commercialisation et processus. Et pourquoi je reviens sur ces définitions-là de Schumpeter dans les années 1910 ? Tout simplement parce que c'est ce que l'on a vu à travers vos présentations. Et autant j'ai pu tenter dans une première partie de montrer les complexités des SAP, des services à la personne, M. Richard a clairement montré l'enjeu politique, sociétal, M. Alzon l'organisation pour faire, et notamment à travers la coopérative, M. Lereche plutôt la façon de faire et les innovations, cette symétrie du service, et enfin M. Filipovic, l'invisible dans le service. On sait très bien qu'on a une partie d'invisible, ce que l'on voit et ce que l'on ne voit pas. Et autant l'un est visible et ce que l'on considère comme important, autant ce n'est pas du tout le cas dans les services. L'autre est également tout à fait importante et les solutions techniques le sont. Ce qui veut dire qu'on a la chance en 1h30 à peu près, 2 heures de discussion, d'avoir eu une exhaustivité selon les 4 axes possibles des services à la personne et vraiment je vous en remercie. Ce qu'on peut noter, c'est qu'il n'y a pas, mais c'est à vous de parler, puis ensuite à la salle, il n'y a pas vraiment d'opposition entre vous, mais des complémentarités. En même temps, on note des disparités nettes. Même s'il n'y a pas d'opposition, on note des disparités. Et tout simplement, alors coopératives, entreprises, associations, et j'aurais à vous demander, je ne sais pas qui veut prendre la parole, mais ce serait quoi pour vous l'instauration possiblement de normes de service à la personne, ou en tout cas un vœu à formuler, parce que sinon, ce qui risque de se passer tout simplement, c'est qu'aussi un Sodexo puisse prendre la place et forge les normes, ou un Monoprix qui aujourd'hui se dit, aujourd'hui chez Monoprix, vous pouvez aller chercher du service à la personne, et pas simplement les autres. Donc voilà, simplement une question large. Peut-être que M. Richard, au champ de la tête, a peut-être un premier avis. Simplement pour lancer le débat, répondez ensuite, puis on passera les questions à la salle. Merci. En fait, je hochais surtout la tête parce que Sodexo et les grands du secteur ont essayé de se lancer dans les services à la personne et n'ont pas du tout réussi. Que ce soit les grands du nettoyage industriel, les grands de la restauration collective, les grands, toutes ces grandes entreprises, ou Monoprix ou Carrefour qui essayent de vendre des services à la personne, ils n'y arrivent pas. Après, il faut se poser la question de pourquoi ils n'y arrivent pas, mais en tout cas, très clairement, ils ont mis beaucoup d'argent sur la table, et les grandes banques, c'est la même chose, et il n'y en a pas une qui réussit. Et la Poste aussi. Et la Poste aussi, vous avez tout à fait raison. Donc il n'y en a pas une qui réussit. Pourquoi ? Parce que c'est un métier de la proximité, c'est un métier qui est extrêmement compliqué, parce que le client particulier est incroyablement plus complexe qu'un client professionnel. Et que vous rentrez dans sa sphère la plus intime, vous vous occupez de ce qu'il a de plus cher, sa maison, ses enfants, ses parents âgés. Et donc, c'est pas de la structure de très loin qui va réussir à le gérer, c'est de la proximité, c'est de la qualité, c'est des process précis, et c'est de la qualité de relation avec les salariés. Tout à l'heure, on disait, et c'est vraiment essentiel, je voulais pas préciser, mais la pierre angulaire du projet de société d'O2, c'est un salarié satisfait, c'est à 99,9% l'assurance d'un client satisfait. Donc, c'est vraiment
la base de notre métier. Et ça gère, et ça conditionne tout. C'est-à-dire que de toute façon, vous pouvez toujours vous amuser à aller imposer à un salarié d'aller à l'autre bout de la terre ou d'aller intervenir chez tel ou tel client. Si ça ne convient pas, parce que ça ne rentre pas dans ce sur quoi il est compétent et ce qu'il a envie de faire, et ben de toute façon, ça ne marchera pas. Si votre salarié n'y va pas avec la banane, de toute façon, ça ne fonctionnera pas. Parce qu'il y a cet aspect relation humaine qui est extrêmement important. Donc voilà. Et autre point qui est fondamental, on parlait tout à l'heure de création de valeur. Nous, on a donc les systèmes avec les différents niveaux, et on a aussi créé un système super low cost qu'on a appelé ménage discount. Et on s'est rendu compte de quelque chose qui est très intéressant, c'est que les clients ne sont pas prêts à payer du low cost. On leur a proposé, hein. Le système, il est vachement bien. Oui, non, on a voulu le tester parce qu'on s'est dit, tiens, il y en a plein qui essaient de se lancer sur le low cost. On a voulu tester le low cost. Et donc, c'est la prestation en tant que telle, la prestation réalisée est identique, sauf qu'il y a des contraintes qui sont imposées. C'est des contraintes sur engagement de durée, sur pas de possibilité d'annuler, sur une partie en prépaiement pour éviter les impayés et les coûts de trésorerie. Et ça permet de réduire le coût de la prestation de, en moyenne, 3,50 €, ce qui est quand même pas mal. Ça fait quasiment 15% de réduction du prix. Et ben, les clients ne sont pas prêts à payer le low cost. Et quand on met en place différents niveaux de prestations, prestations classiques, confort, prestige, gouvernante, majordome, vous croyez que les clients, en moyenne, sont où? Sur le classique, au niveau le plus bas? Sur le prestige, au niveau le plus haut? Non. C'est comme toujours, il y a une espèce de gaussienne, et les clients sont entre le confort et le prestige. Et là-dessus, pourquoi ils sont à ce niveau-là? Parce qu'ils ont très bien compris la différence entre le prix et le coût. Est-ce que je paye plus cher une prestation quand je la paye 15 € de l'heure pour avoir 5 chemises repassées, ou quand je paye 25 € de l'heure pour en avoir 10 chemises repassées? Moi, j'ai fait mon choix. Hein. Je paye 25 €, j'ai 10 chemises, ça fait 2,50 € la chemise, alors qu'à 15 €, ça fait 3 € la chemise. Donc il y a une différence fondamentale. Et c'est ça qui permet derrière aussi d'augmenter la rémunération. Parce que contrairement à ce que dit M. Lerèche, tous les salariés ne sont pas payés au SMIC. Bien évidemment, c'est bien le fonctionnement de progression des rémunérations qui est rendu possible par la valorisation des prestations qui sont effectuées chez nos clients. Et c'est là l'intérêt de la relation gagnant-gagnant à tous les niveaux. Plus j'ai une prestation d'un niveau élevé qui correspond aux besoins vraiment personnalisés de mon client, plus j'ai en face un salarié qui est compétent, plus ce salarié il est rémunéré parce que je suis capable de valoriser sa prestation et je suis capable de la faire payer à un tarif plus élevé par mon client, qui lui est gagnant parce qu'il a plus de, en même temps, dans un même temps, il a plus de choses qui sont faites et qui sont effectuées. Donc c'est là où est toute la magie et toute la productivité des services à la personne, et où on peut gagner de la productivité en ayant des salariés qui sont mieux formés, qui sont plus compétents, et donc qui peuvent faire plus de choses en une même unité de temps. Ou alors, parce que sur de la garde d'enfant, vous allez me dire, on ne va pas garder l'enfant plus rapidement. Ça ne sert pas à grand-chose. Mais qui, pendant la productivité, dans ce cas-là, s'exprimant dans la garde d'enfant, parce que l'on va faire avec l'enfant. On peut soit juste faire la mission de base de la garde, définition de la garde, je vous donne quelque chose dans un état, je le récupère dans le même état. Ça peut vous sembler basique à dire, mais aujourd'hui, il y a, à ma connaissance, une seule entreprise qui forme 100% de ses salariés à la sécurité parce qu'on veut vous rendre les enfants dans le même état, c'est la mienne. Garde à la base, voilà, ça peut être juste ça. Je mets en œuvre tous les éléments pour pouvoir assurer de façon en toute sécurité la garde de vos enfants, mais je peux aussi en profiter pour faire des activités de développement. Et là, je mets de la productivité dans le temps passé, parce que ça va être de la qualité de temps. Et donc, je vais faire de la cuisine avec les enfants, je vais faire du bricolage, je vais faire un truc qu'on aime bien et qu'on a mis en place et qui est vraiment sympa, c'est, alors là aussi le concept peut paraître assez philosophique, c'est la relation épistolaire. C'est-à-dire qu'on encourage les enfants à mettre en place une relation par courrier avec leurs grands-parents. Et ça fait de l'échange interactif. Je ne sais pas si vous avez des enfants. Moi, quand mes filles, elles reçoivent une lettre, elles sont comme des folles. Elles courent dans la maison. Ouais, j'ai reçu une lettre de mamie, machin, etc. Et donc, on leur fait, on les encourage. On encourage les enfants à envoyer une petite lettre, un petit dessin, etc. Et
chose assez exceptionnelle, les grands-parents, comme ils ont un peu de temps, ils répondent. Et donc après, ça crée relation et ça permet à l'enfant d'exprimer ce qu'il vit, d'interroger aussi le grand-parent. Ça crée une relation intergénérationnelle extrêmement intéressante. Donc il y a plein de choses qu'on peut faire pendant ces heures de garde et qui font qu'on enrichit ce temps-là, qu'on crée de la valeur. Et donc derrière, que les clients sont prêts à payer la valeur. Et ils sont prêts à payer la valeur qu'on leur apporte et ils ne sont pas prêts à payer le low cost. Monsieur Filipovic, je crois que vous avez un... Oui, donc juste pour répondre par rapport à la problématique marché-domaine. En fait, si je ne parle pas de marché, c'est que pour moi, il n'y a pas de concurrence dans le domaine des services à la personne. Les acteurs qui existent, les associations, les entreprises, les enseignes ne sont pas en concurrence. Les associations sont financées à 90% par les pouvoirs publics. Et le marché d'équilibre de vie, c'est un marché de diversification pour les associations. Inversement, les entreprises sont plutôt positionnées dans le marché de confort, d'équilibre de vie, donc de services ménagers. Et le fait d'aller vers les personnes âgées et dépendantes, c'est un marché de diversification pour les entreprises. Et les enseignes, elles sont positionnées en tant qu'intermédiaires. Et donc, encore une fois, elles ne sont pas en concurrence avec le producteur en direct. Tout le monde est en concurrence avec éventuellement l'emploi en direct, l'emploi en noir, mais certainement pas en concurrence entre eux. Donc pour moi, il n'y a pas de notion de concurrence. C'est absolument pas mature pour parler de la concurrence. Donc c'est pour ça que je préfère parler de domaine. Et la deuxième remarque par rapport à ce que vous avez dit sur le fait, est-ce qu'on risque à ce que les grands acteurs arrivent et finalement ils imposent leurs normes. En fait, depuis quelques années, que ce soit des banques, les assureurs, mais aussi des émetteurs de CESU et d'autres prestataires de services, ont fortement investi sur ce marché-là. Mais moi, je dis pas que tout le monde dit que c'est un échec. Hein. Moi, je suis pas complètement d'accord avec ça. Ce qui n'a pas marché, c'est la commercialisation des services à la personne dans les réseaux. C'est ça qui a été raté. C'est ce qu'on appelle la mise au marché. C'est le fait d'essayer de vendre un produit en sec, vendre des services à la personne, qui ne veut rien dire, encore une fois, sans faire un effort de matérialiser les services, sans faire un effort de garantir la qualité de service, sans prendre des engagements du type, comme Service Master aux États-Unis à une époque, satisfait ou refait. Donc c'est ça qui... Ouais. En fait, c'est la commercialisation qui n'a pas marché. Par contre, ce qui marche bien, et c'est ça qu'il faut comprendre, et c'est pour ça qu'il faut entrer dans le détail des choses, ce qui marche bien, c'est le fait de créer des usines d'intermédiation dans les services. Parce que l'avenir des compagnies d'assurance, l'avenir des banques, c'est dans les services. Ce n'est pas dans les produits financiers. Et quand on crée une plateforme d'intermédiation dans le domaine des services à la personne, c'est une plateforme qui peut éventuellement servir, et je n'y crois pas du tout, à faire de l'intermédiaire entre O2 et un client, entre un client et O2 pour faire du service ménager. Donc ça ne marche pas. Par contre, quand on a besoin de coordination, quand on a besoin d'avoir une plateforme qui a une vision sur plusieurs typologies d'intervenants. Quand on est sur des problématiques, par exemple, gestion des sinistres. Vous savez qu'aujourd'hui, vous avez un dégât des eaux. Il y a deux manières de gérer un sinistre dégât des eaux. Soit on va vous envoyer un expert qui va vous envoyer un chèque. Et on va vous envoyer un chèque par la suite. Et vous allez vous débrouiller pour trouver un artisan qui va faire les travaux. Soit on va envoyer quelqu'un chez vous qui va faire les travaux. C'est ce qu'on appelle la réparation en nature. Si je prends des sinistres corporels, aujourd'hui, vous avez une victime d'un accident de la route, vous avez quelqu'un qui est tétraplégique, il n'a pas besoin d'un chèque, hein, il a besoin à ce qu'on lui envoie, à ce qu'on organise des services. Et donc, la valeur ajoutée, et c'est là où l'intervention des compagnies d'assurance et des banques est importante dans ce domaine-là, c'est que par le biais de la création de ces plateformes d'intermédiation, on crée des usines qui sont capables d'adresser ces différentes problématiques avec les mêmes outils de production et sur la base d'un socle commun des process et des outils. Donc c'est ça qui est intéressant et c'est pour ça que l'intervention des grands organismes est importante. Il faut qu'ils continuent à investir, d'autant plus que O2, effectivement, aujourd'hui, est une entreprise extrêmement structurée. Le marché, il n'est pas comme ça. Et donc le fait que les producteurs s'appuient sur des organismes on va dire structurés, avec une démarche organisée, c'est quelque chose qui les fait grandir. Hein, moi, j'ai travaillé sur des systèmes, par exemple, où on pilote les prestataires avec deux indicateurs. On les pilote parce qu'on appelle le taux d'acceptation, le fait qu'ils vont nous accepter des missions qu'on va leur prendre, et le taux de satisfaction des clients. Et je peux vous dire que ça fait progresser les producteurs dans la manière dont ils organisent leur activité, et ça leur fait beaucoup de bien. Et ça permet de leur faire grandir. Et donc, l'intervention de ce type d'organisme est importante pour structurer le marché et pour pousser à la création des acteurs structurés qui inévitablement demain vont s'imposer sur le marché.
Merci beaucoup. Monsieur Lerèche, une réaction? On va laisser à ça Monsieur Alnozon peut-être, ou sinon on va prendre des questions dans la salle. J'ai une première question. Merci beaucoup. Bonjour, Aurore Lebon des Roches, LB Associés. Ma question en fait s'adressait plus précisément à Monsieur Lerèche et Monsieur Alzon. J'aurais aimé comprendre un peu plus le modèle économique, c'est-à-dire que pour que vous soyez toujours là dans un certain temps, il faut qu'il y ait un modèle de génération de revenus. Comment plus précisément ça marche? Merci. Écoutez, je vais être très clair. Le capital, l'actionnaire de Sénickel est BNP Paribas. Contrairement à ce qu'a dit Guillaume Richard, on gagne de l'argent dans les services à la personne depuis l'origine. Nous avons 200 000 clients de BNP Paribas qui ont souscrit à un abonnement dans le cadre d'une petite joint venture qu'on partage avec Mondial Assistance. Cette entreprise gagne 2,5 millions d'euros net par an. Nous réinvestissons ces sommes dans le site Sénickel qui est déficitaire. Et nous avons au global une société de services à la personne qui ne perd pas d'argent et qui arrive à développer ce que nous considérons être une plateforme innovante et qui est celle de Sénickel. Donc le modèle économique est tout à fait simple. Néanmoins, je vous rajoute une chose, si vous avez écouté la passation de pouvoir de Pébro et de Pro l'autre jour, Baudouin Pro avec Alcabache a dit 6 fois banque citoyenne. Ce genre d'opération Sénickel, ça rentre aussi dans une stratégie de banque citoyenne. Donc cet actionnaire, évidemment, qui ne restera pas seul car le capital de Sénickel sera ouvert, est évidemment une très grande chance. Donc je ne sais pas si les banques se sont trompées ou pas trompées. Je sais quand même qu'elles ne sont pas toujours toutes mauvaises et qu'il n'y en a pas beaucoup qui aujourd'hui investissent 2 millions d'euros par an pour développer un site internet communautaire et qui sert l'ensemble des intérêts associatifs, entreprises et emplois directs. Des services à la personne est une société anonyme à capital variable, c'est-à-dire que systématiquement, lorsqu'un adhérent entre donc dans la coopérative, comme dans toutes les systèmes coopératifs, il verse 300 euros de part sociale qui récupère si un jour il souhaite partir. Et donc concernant le modèle économique, c'est simple, effectivement, c'est que donc par exemple Monsieur Ehar ou Souris, donc qui est dans l'assistance informatique, je vois au bout de la salle, ont leurs clients. Et effectivement, ça se développe via leur clientèle qu'ils avaient déjà dans leur métier précédent, en fait, donc avant de faire donc service à la personne, qu'ils ont migré sur ce métier donc de service à la personne. Et effectivement, comme le ressouffle donc Guillaume Richard, ça se paye, c'est-à-dire que nos adhérents reversent donc une commission par rapport à cette prestation. Voilà. Merci. D'autres questions? Peut-être dans la salle? Oui. Alors, c'est une question pour tous sur l'emploi en direct dont on a parlé et qui représente 70%, je crois, des services à la personne. Est-ce que c'est une spécificité française? Comment est-ce que ça se passe dans les autres pays? Est-ce que c'est pas justement une entrave à la professionnalisation, à la hausse des salaires, etc. Puisque quand on est parent employeur, c'est généralement pour un temps relativement court. Je vais effectivement pas répondre pour Madame Levaux, qui est la présidente de la FEPEM. Non, moi, je vais vous donner mon opinion là-dessus. Vous avez raison, c'est 70% de l'emploi déclaré. Et ça fait tout le plaque en plus. Donc, on peut dire que ça fait pratiquement 90% du secteur. Alors, dans beaucoup d'autres pays, le travail au noir est aussi très développé. Et il y a même des pays où c'est légal. En Espagne, vous pouvez avoir une personne jusqu'à 20 heures par semaine, vous n'êtes pas obligé de la déclarer. Et c'est totalement légal. La forme, par ailleurs, la plus répandue en France, c'est pas le travail noir-noir, c'est le gris. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ça? Vous êtes en train de me faire la différence entre Michael Jackson, qui est pas tout à fait gris. Non. Le gris, en fait, c'est que vous avez 6 heures de prestation. Par exemple, vous avez besoin de 6 heures de prestation, vous allez en déclarer 2, vous allez en mettre au noir 4.
Et donc là-dessus, vous garantissez que de toute façon, vous n'aurez aucun problème, parce que si jamais il y a le moindre souci qui se passait, vous ne consommiez que 2 heures, d'ailleurs elles sont déclarées. Donc voilà, donc effectivement vous avez tout à fait raison, et il y a ça va à l'encontre de la professionnalisation, ça va à l'encontre de la reconnaissance de ces métiers, et il y a une chose qui est, à mon sens, qui est totalement délirante et scandaleuse. Aujourd'hui, Guy Georges peut s'occuper de votre grand-mère âgée, et Marc Dutroux peut s'occuper de vos enfants. Je dis ça exprès pour choquer un peu. Pourquoi ? Il n'y a absolument rien qui vous aide en tant que particulier dans l'embauche d'un quelqu'un pour une personne fragile. Il n'y a rien. Vous pouvez embaucher n'importe qui. Les personnes n'ont pas à montrer patte blanche. Quand vous voulez avoir une nounou à domicile, quand vous voulez aller chez une assistante maternelle, cette assistante maternelle doit être formée. Elle doit montrer patte blanche. Il y a des gens à PMI qui vont aller vérifier son niveau de qualification, etc., etc. Elle va devoir se former. Quand vous faites appel à une entreprise, à une association, quand vous envoyez vos enfants dans une crèche, nous avons des normes de qualité qui sont extrêmement drastiques. Par contre, quand vous voulez faire appel, n'importe qui peut le faire. N'importe qui peut le faire. Et il y a une dizaine d'années, moi, j'avais pas encore créé l'entreprise, et j'avais fait garder ma fille par une jeune fille qui présentait toutes les caractéristiques qu'on pouvait attendre, avec mon niveau de connaissance, c'est-à-dire quelqu'un qui était super fiable, qui était super sympa. Ça se passait très bien, et un soir, je rentre à la maison, et je lui dis, alors comment ça s'est passé aujourd'hui ? Elle me dit, très bien, mais elle avait des frissons, donc je l'ai bien couverte. Donc là, je me dis, oh là 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 là. Donc je vais dans la chambre, et je vois ma fille qui était en train de convulser. Parce que elle avait effectivement de la fièvre, c'est pour ça qu'elle tremblait un peu. Et donc, au lieu de la découvrir ce qui aurait dû être fait, elle l'avait couverte parce qu'elle pensait bien faire. Donc, pleine de bonnes intentions, je retrouve ma fille qui était en train de convulser. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un bébé de 6 mois qui convulse, mais c'est super flippant. Et après, c'est des chiffons, les enfants, parce qu'une fois qu'ils ont convulsé, j'ai foncé aux urgences. Heureusement, il n'y a eu aucune séquelle, mais c'est vraiment super flippant. C'est vraiment quelque chose que je veux absolument pas revivre, et que je veux que personne ne revive. Mais aujourd'hui, vous n'êtes absolument pas protégés. Les personnes qui peuvent intervenir pour s'occuper de vos de vos grands-parents âgés, ou qui peuvent s'occuper de vos enfants, n'ont absolument pas à montrer patte blanche. Et en tant que particulier, est-ce que vous connaissez tous les ressorts, non seulement en tant qu'être employeur, être un bon employeur, c'est déjà assez compliqué, mais aussi comment est-ce que je vais sélectionner la personne, m'assurer qu'elle a toutes les compétences professionnelles. Pour s'assurer qu'elle a toutes les compétences professionnelles, c'est pas évident du tout. Et donc, on est démunis. Et derrière, ça ne valorise bien évidemment pas ceux qui sont formés, parce que de toute façon, c'est mis dans cette espèce de masse informe des petits boulots, des gens qui peuvent être employés n'importe comment, parce que de toute façon, que vous soyez diplômé avec un haut niveau ou pas du tout, c'est la même masse informée, et vous n'êtes pas suffisamment informé, protégé en tant que particulier par rapport à ça. Donc c'est un point sur lequel je milite extrêmement fortement pour que, pour les publics fragiles, les intervenants pour le particulier employeur soient obligés de montrer patte blanche, soient obligés d'être formés, soient obligés d'être qualifiés. Oui, bonjour Yves Simon, Social Computing. J'ai la chance de bien connaître le domaine des particuliers employeurs et je dirais un petit peu des métiers de service de l'hôtellerie. Je pense que les problèmes de professionnalisation dont vous parlez, vous les retrouvez aussi dans votre entreprise. Vous les retrouvez aussi auprès des publics que vous gérez vous directement. Et vous avez un taux de rotation de vos personnels qui est quand même pas négligeable non plus. Et j'imagine que c'est pas tout rose non plus de votre côté. Oui, mais on a des normes de qualité, on a des normes de recrutement. On est certifié qualité par AFNOR. Ouais. Et effectivement, tous les ensembles de process qu'on met en place permettent de réduire considérablement les risques. Et par exemple, quand on intervient auprès des enfants de moins de 3 ans ou quand on intervient auprès des personnes âgées de plus de 70 ans, ce sont exclusivement des salariés qui sont formés, qui ont les compétences nécessaires, qui peuvent intervenir. Donc il y a un encadrement et des normes sur les salariés qui doivent intervenir qui sont draconiennes. D'accord.
Alors, moi j'avais une question, mais plus par rapport au modèle des usines de processus, en l'occurrence, puisqu'il y a eu un exemple qui aujourd'hui n'a pas fonctionné, qui est celui de France Domicile. Ma question, c'était pourquoi ? Parce que derrière, derrière France Domicile, c'était un ensemble d'associations qui sont très hétérogènes et qui n'étaient pas du tout structurées de façon qualitative. Mais de toute façon, toutes les enseignes, il n'y en a aucune qui a fonctionné d'enseigne. Aujourd'hui, toutes les enseignes sont... il reste qui ? Il reste Serena qui est extrêmement déficitaire. Et sinon, Bruno, à ma connaissance, elles sont toutes mortes, non ? Enfin, je ne vois plus où il est. Non, effectivement, c'est plus nuancé que ça. Donc, France Domicile, en fait, le modèle de France Domicile, c'était un modèle de développement en direct. Donc, ils voulaient imposer la marque France Domicile, qui s'appuyait sur les réseaux d'associations UNA. Comme toujours, si vous voulez exister sur Internet, il faut soit être bien référencé, soit investir massivement dans la publicité. Et le modèle économique des services à la personne ne permet pas durablement d'investir 10 millions dans la communication. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, soit vous avez un réseau de distribution, et vous adossez les services à des produits qui existent, donc vous faites de la distribution à coût marginal, soit vous investissez fortement. Et encore une fois, les France Domicile, comme l'ensemble des enseignes, tout le monde a communiqué sur des services à la personne, et ça ne veut rien dire. Donc, ils n'ont pas fait l'effort de matérialisation de services, France Domicile et toutes les enseignes, effort de matérialisation de services et démontrer en quoi la valeur ajoutée du fait de passer par un intermédiaire, quelle était la valeur ajoutée finalement de passer par un intermédiaire. Voilà, il y en a quelques-unes, en tout cas théoriquement il peut y en avoir quelques-unes, aujourd'hui le travail n'a pas été fait. Après sur les enseignes, l'enseigne c'est pas un distributeur de services à la personne. Il y a eu un malentendu fondamental sur ce que c'était les enseignes. Les enseignes, c'est les structures d'intermédiation dont il s'agissait de définir le rôle sur le marché. Le rôle, c'est ce que je disais tout à l'heure, le rôle important, c'est les enseignes, ils ont fait grandir les producteurs. Nous avons travaillé pour une enseigne. Quand elle a démarré, elle avait 3000 prestataires. Elle travaillait avec 3000 prestataires au territoire national. On a créé ce qu'on appelle une cabine de pilotage des prestataires. Donc, nous sommes passés à 300 prestataires. Et 75% du chiffre d'affaires est réalisé avec une vingtaine de premiers prestataires. Donc, nous avons extrêmement bien concentré le chiffre d'affaires qui est fourni à ces prestataires-là. Et quand vous êtes intermédiaire, quand vous êtes capable de garantir un certain nombre de chiffres d'affaires, vous avez aussi la possibilité de bien travailler, de faire grandir vos prestataires. Donc, et encore une fois, quand vous avez des enseignes qui s'appuient sur des réseaux du type bancaire ou des réseaux d'assurance, leur vocation, c'est pas de gérer des prestations du type équilibre de vie. Leur prestation, c'est de mutualiser un certain nombre de coûts en termes d'outils, en termes de plateformes qui permettent d'adresser les services qui peuvent être vendus. Je sais pas, vous souscrivez un contrat, un crédit immobilier, on va vous offrir le fait de nettoyer votre appartement, mais aussi bien une prestation d'un ergothérapeute ou d'un architecte d'intérieur dans le cadre de l'aménagement de votre domicile suite à un sinistre corporel. C'est des mêmes process. On a besoin des mêmes outils. Et derrière, on s'appuie sur les réseaux de prestataires. Voilà. Donc, c'est exactement la même chose. Et c'est ça le modèle des assisteurs. Vous prenez Mondial Assistance, Europe Assistance, Intermutuelle Assistance. Ils font aussi bien de la conciergerie pour le porteur de carte Visa ou Mastercard jusqu'au écoute conviviale pour la ville de Paris. Et c'est les mêmes personnes, généralement. Enfin, c'est pas tout à fait les mêmes personnes, mais c'est les mêmes plateformes, c'est les mêmes CTI, c'est les mêmes outils de gestion. Donc, c'est ça qu'il faut que les enseignes créent. Et c'est pas complètement anormal non plus qu'on soit passé de 18 enseignes à quelques enseignes qui marchent bien. Et il y a des modèles extrêmement intéressants. Vous prenez un modèle comme Domiserve. C'est à la fois une enseigne et un émetteur de CESU qui est capable de mettre en place des montages extrêmement intéressants, justement parce qu'il ne se positionne pas comme un simple émetteur de CESU ou comme une simple enseigne, donc un intermédiaire, mais comme un prestataire de services qui est capable de gérer la totalité du processus et d'identifier quel était le service qui est nécessaire par rapport à un client généralement B2B qui va inscrire ça, lui, dans sa problématique propre. Et puis je pense qu'il faut un peu... c'est facile après coup de dire « Ah bah tiens, regardez, donc c'est pas marché ». Mais je me rappelle en 2006, quand on avait lancé ce secteur, je me rappelle effectivement des réunions qu'on avait fait avec La Poste,
Ils disaient, mais attendez, nous on a 17 000 points de vente en France, quoi. Mais la Poste, si vous voulez travailler avec nous, c'est exactement ça, un mot pour mot. Ils disaient, mais préparez-vous au raz-de-marée. Si vous n'avez pas demain 1000 salariés avec nous direct, mais vous êtes morts. Et je me rappelle à l'époque, je me dis, attendez, on va peut-être y aller tranquille. Je comprends bien les points de vente, etc. Mais nous, on va travailler avec vous sur l'assistance informatique, et puis on va voir. Et heureusement, effectivement, qu'à l'époque, on n'est pas parti sur des milliers de de parce que donc sinon aujourd'hui, on n'existerait plus. Mais donc c'était vrai. Enfin, après coup, c'est facile, mais de dire tiens, ça n'a pas marché, mais ça aurait pu marcher. Naïvement, effectivement, on pensait que dans cette génération, cette époque Internet, donc des réseaux, que tout allait exploser parce que, voilà quoi, on y croyait tous. Maintenant, effectivement, on est revenu sur des fondamentaux où on sait que c'est de la proximité, on sait que c'est du contact, et on sait que c'est de l'humain. Voilà. J'avais une question peut-être un peu plus pour Monsieur Richard, parce que vous l'avez évoqué très rapidement. Vous avez parlé de la convention collective pour les services à la personne dans le cadre des entreprises. On a beaucoup parlé du domaine des services à la personne, on a parlé normalisation. Les services à la personne, c'est avant tout, on va dire, des ressources humaines, des gens qui travaillent, qui interviennent. Le principal du coup est là, vous l'avez évoqué. Et au-delà des problématiques de qualification et de certification, on a quand même un écart qui est extraordinaire entre la convention collective du particulier employeur et ce qu'il est possible de faire en tant qu'employeur dans les services à la personne. Cette convention collective, ça fait peut-être une dizaine d'années qu'elle est dans les tiroirs, qu'elle est en discussion. Aujourd'hui, on en est où ? Alors, moi j'ai fait partie depuis avril 2004 de l'équipe qui a négocié, même si pendant 2 ans j'en faisais plus partie. Et on arrive, là, on a le texte qui est abouti. Donc le texte, il est fini dans sa version signable. Et le 16 décembre, c'est-à-dire dans une semaine, vendredi prochain, on a tous rendez-vous à la DGT pour se positionner. Donc il y aura des organisations qui vont signer. Les organisations patronales vont signer. Je peux déjà vous l'annoncer, même si je crois que je n'ai pas le droit de le faire officiellement, mais en tout cas, les 2 organisations patronales vont signer cette convention collective. On a des organisations syndicales qui nous ont déjà annoncé qu'elles vont signer, d'autres qu'on sait qui ne signeront pas, et toute la question, c'est est-ce qu'il y en a qui s'abstiendront ou qui iront dans le refus. Donc voilà, on est sur l'interrogation de combien est-ce qu'on aura d'organisations syndicales à la fin qui signeront. Et est-ce qu'il y en aura suffisamment pour que le texte soit étendu ? Voilà. Donc rendez-vous le 16 décembre au soir. Du coup, si je peux compléter, on va plus, je suppose que vous n'avez pas le droit de le dire, mais on va plus vers une normalisation par rapport à ce qui se fait dans le particulier employeur ou à quelque chose qui serait diamétralement opposé ? Alors, on ne peut pas de toute façon aller vers ce qui se fait dans le particulier employeur. Il y a 3... là, on rentre un peu dans le technique, mais juste, il y a le particulier employeur et il y a aussi les associations. Et vous prenez une extrême qui est le particulier employeur, les associations représentent aussi une autre extrême, car comme elles sont très largement subventionnées, qu'en plus elles bénéficient de tarifs extrêmement plus importants de la part des conseils généraux pour les prestations, qu'en plus elles n'ont pas de TVA, qu'en plus elles ne payent pas de CVAE, etc., les associations ont la possibilité d'offrir des rémunérations qui sont supérieures à ce qu'offre le particulier employeur et à ce qu'offriront les entreprises. Donc on est dans un juste milieu entre les deux, dans une organisation qui est équilibrée, qui permet et qui valorise justement la création de parcours professionnels. Et donc les classifications, par exemple, reprennent ces aspects de niveau, de progression et d'évolution professionnelle. Et c'est une convention collective qui est généreuse dans la partie capacité à créer de la professionnalisation, à créer des carrières, à valoriser ses emplois, et qui a des rémunérations qui commencent au SMIC parce que on a un niveau d'accueil pour les gens qui sont peu ou pas qualifiés, et puis qui progresse avec l'évolution des qualifications. Donc c'est un intermédiaire entre ce qui peut exister dans le particulier employeur qui a des règles un peu particulières et ce qui peut exister dans les associations qui bénéficient de subventions nombreuses et qui donc peuvent pratiquer des rémunérations un peu plus attractives. Bonjour. Je suis là. Vous êtes là ? Très bien. Merci à Isis, parce que c'est la première fois que je viens là. Je suis Justin, président de Finances sans frontières. En fait, je m'occupe de tout ce qui est financement hybride, alternatif, pour donc aller l'apporter à ceux qui en ont besoin. En fait, je voudrais
revenir vers Monsieur Lerèche, c'est bien ça, qui a dit quelque chose qui est extrêmement essentiel et que je n'ai pas perçu parce qu'au cours de ma longue carrière, j'ai sillonné plus ou moins un peu la planète. C'est asseyons-nous et discutons. Il y a 4 personnes, on a eu 4 versions. Je reviens vers Monsieur Sadik. Monsieur Sadik, vous faites un travail remarquable sur tout l'ensemble de ce métier. Alors, pourquoi ne pas proposer, n'est-ce pas, un travail équivalent qui serait normalisé pour dire voici ce qui se fait dans ce métier. Et bien, à partir de la loi Borloo, reprendre ce qui est fait dans la loi Borloo pour que n'importe qui, n'importe quoi soit pas fait dans le métier. Tout en dernier, j'ai observé que M. Azelon a eu une approche un peu réductrice sur l'approche coopérative. Non, la coopérative et l'économie sociale et solidaire deviendra la panacée sous peu. Et dire que, bah oui, je suis désolé, on est dans ce qu'on appelle, ce que je pourrais appeler du business humain. C'est sur l'humain. Aller chez une grand-mère, s'occuper des enfants, c'est l'humain, c'est pas de la marchandise en tant que telle. Donc, voilà des associations, voilà des personnes, voilà un business où les gens n'ont plus l'obsession de l'argent en tant que tel. On va aller falsifier des heures ou etc. Non, c'est le fait de rendre service d'abord à l'initial. Donc je pense que il y a le fait il y a surtout le fait qu'on puisse s'asseoir et discuter. Et l'idée d'un conseil supérieur, pourquoi pas des SAP, gagnerait à se créer et que les gens s'asseyent et discutent. Voilà. Plusieurs questions, désolé. Non, mais merci. Juste pour préciser, et vous remercier de cette question très, très, très riche. Du coup, ça vous effectivement fait dire qu'il faut que vous reveniez maintenant dans nos matinées, puisque c'est la première fois que vous venez. Et simplement, on doit terminer à 11h30. Donc, simplement, répondez évidemment à cette question très intéressante, tout en essayant de garder à peu près 2 minutes chacun, pas plus. Merci. Oui, je vais vous répondre de façon très courte et assez désespérante et encourageante à la fois. Dans Sénickel, il y a une partie tribune. Il y a une sorte de rue 89 des services à la personne où on peut s'exprimer. Nous avons d'ailleurs 4 journalistes. Il y a un rédacteur en chef qui est ici, etc. Donc, on essaye de faire un forum. L'idée m'est venue à un petit déjeuner de la relance auquel j'ai été invité par M. Devedjian, ministre de la Relance. Il y avait le gratin des services à la personne. Le président de l'UNA, la présidente de la FEPEM, le président de l'association des entreprises de services à la personne, etc. Il y avait même à l'époque le président de Monoprix qui se lançait là-dedans. On a été 2, et notamment moi à un moment donné, à poser un peu un point sur la table, genre on pourrait peut-être en discuter. Et puis, bon, ma question, je sais pas, s'est perdue dans un commentaire. Puis j'ai reçu un petit papier de quelqu'un, je ne sais pas qui c'était, qui avait circulé en disant « Excusez-moi de vous avoir coupé la parole, mais ne revenons pas là-dessus ». Pas du tout compris, donc j'ai fermé ma gueule pour parler franchement jusqu'à la fin du petit déjeuner. Puis à la fin du petit déjeuner, en sortant du ministère, cette personne m'a pris par le bras et me dit « Écoutez mon cher ami, vous comprenez, pour l'instant, on est des acteurs, on ne s'engueule pas. Donc surtout faisons en sorte que ça continue, ne changeons rien, ne débattons pas. » Alors, ce petit déjeuner de la relance, qui coûtait quand même assez cher, parce que d'abord il y avait des journalistes, des photographes, parce que Devedjian faisait bien les choses, ça m'a quand même mis un peu la puce à l'oreille. C'est pas demain qu'on aura un conseil supérieur, comme vous l'appelez de vos voeux. Et c'est pour ça que nous, on a pris l'initiative purement privée de dire, écoutez, on va faire un forum, au moins sur notre site, que n'importe qui, association, entreprise, ceux qui luttent contre le travail au noir et ceux qui sont sur l'emploi direct, puissent s'exprimer. Alors ils viennent ou ils viennent pas. On publie, moi-même j'écris un article l'autre jour dans Les Échos sur lequel certains ont pu critiquer. Mais effectivement, vous avez raison, on ne va pas avancer tant qu'on ne se mettra pas quelquefois autour de la table, sans pour autant que ce soit en plus saignant, parce qu'on s'y met rarement, mais quand on s'y met, c'est saignant en général. Merci, monsieur. Alors donc, en fait, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le travail que vous demandez, en fait, il est fait. Voilà, donc le travail a été fait, donc tout ça, c'était déjà formalisé, ça a été défini. Mais après, les cabinets de conseil, on n'est que des prestataires de services, comme O2, très cher, bien sûr. Mais on n'est que des prestataires de services, donc nous, on fait ce que les clients nous demandent de faire. Donc on n'est pas les décideurs, donc on n'est pas des acteurs sur le marché, comme peuvent être les entreprises ou les associations ou les pouvoirs publics. Nous, on est là au service
de ceux qui nous passent des missions. Et donc, du coup, nous, le travail, on l'a fait. Après, nous, on ne peut pas décider, et même, c'est normal, ce n'est pas notre rôle de décider. Nous, on est des prestataires de services qui travaillent quand on nous passe une commande et qu'on demande de faire quelque chose. Alors, après, ça n'empêche pas d'avoir quand même quelques opinions et quelques convictions sur le sujet. Donc, comme ça fait longtemps quand même que je suis dans ce domaine-là, donc j'ai vu pas mal de monde. Il y a mon opinion personnelle, hein, ça n'engage que moi. Il y a une sorte d'équilibre de la terreur dans le domaine des services à la personne. En fait, tout le monde est content de dire qu'il n'est pas content. Et donc, en fait, rien ne bouge. Voilà. En fait, les gens, ils adorent faire des conférences pour dire que rien ne va, rien n'est normalisé, il faut qu'on change ça. Et en fait, c'est ça le boulot, c'est de dire que ça ne va pas. Hein, donc, voilà, donc du coup, c'est ça qui fait que ça n'avance pas. Les bonnes idées, comme les innovations, on en a plein. Enfin, moi, demain, si moi j'avais le pouvoir, encore une fois, et les moyens, je vous normaliserais tout ça en espace de 2 mois. Mais je ne peux pas le faire. Et par contre, ce qui est intéressant, on dit dans les cabinets anglo-saxons, no pain, no change. Tant que ça fait pas mal, on ne change pas. Là, ça commence à faire mal. Hein, donc là, ça commence vraiment à faire mal. Donc, si ça fait vraiment mal, peut-être ça va bouger. Voilà. Monsieur Alzon ? 2 points rapidement. Premièrement, effectivement, sur le principe donc, des coopératives, je vous rejoins donc complètement. Mais c'est vrai qu'on est ici entre gens de bonne famille et en parlant convenablement. Mais je suis effectivement persuadé, pour être un peu plus cash, que le monde a changé et donc l'entreprise a changé. Et je pense que on a maintenant, grâce aux moyens modernes d'enquête de communication et de tout ce que vous voulez, d'être beaucoup plus actif et de redonner le pouvoir de l'entreprise à la base, et c'est beaucoup plus productif pour tout le monde, et on tombe vraiment sur des modèles qui sont beaucoup plus fondamentaux, comme vous le faites aussi sur le commerce équitable, enfin sur les finances. Sinon, quand même, par rapport au partage et au conseil supérieur entre guillemets des services à la personne, moi j'avais été en tant que jeune chef d'entreprise, entrepreneur en 2006, agréablement surpris du travail des fédérations. Il y a 2 fédérations, là, il y a le FESP et la FEDESAP que je connais moins, mais donc je vais parler au moins donc de la FESP. Il y a des commissions informatiques, commission jardinage, commission ménage, et on se retrouve entre acteurs d'une manière complètement neutre. Au maximum, on dépose les armes, enfin au moins donc en rentrant en commission, alors on n'est pas forcément d'accord entre nous, et on le dit d'une manière virulente, vive, mais au moins on avance et on cherche à structurer ce secteur, et c'est extrêmement enrichissant pour nous, entreprises, et pour le secteur. On cherche vraiment à faire grandir ce secteur. Un exemple concret, la semaine dernière, là, quand on a eu donc l'amendement de Chantal Brunel qui a sorti du jour au lendemain donc l'assistance informatique et qui est des services à la personne. Mais là, vraiment, on a été en crise, tous les secteurs partagés. Même donc Guillaume Richard, tant qu'à de moi qui n'est même pas donc dans l'assistance informatique, enfin je crois pas. Hein. Il y a eu des échanges, un soutien, et qui est extrêmement appréciable. Et on voit que les acteurs du secteur, on se tient les coudes entre nous, et on structure vraiment pour le bien de ce secteur. Et là, vraiment, chapeau et bravo. Voilà. Alors, moi, je voulais réagir sur une chose. C'est pas la forme de l'organisation qui fait le social ou pas le social. Les associations ou l'économie sociale et solidaire, le coopératif n'est pas forcément plus social qu'une entreprise. Une entreprise n'a pas pour vocation unique la maximisation du profit. Une entreprise a surtout et avant tout pour objectif la maximisation de la valeur ajoutée. De la valeur ajoutée pour les différentes parties prenantes, que sont certes les actionnaires, mais aussi les salariés et les clients. Et c'est pour ça que les entreprises fonctionnent très bien. Il n'y a pas que l'économie sociale et solidaire qui permet de faire des choses qui soient humaines, constructives et qui répondent aux préoccupations des uns et des autres. J'ai des tonnes de choses à vous dire sur les innovations RH, technologiques, marketing qu'on a pu mettre en place. On en a mis énormément.
Juste pour vous dire, on a mis en place dès le départ satisfait, refait ou remboursé. On a créé des systèmes sur les téléphones mobiles avec des codes barres 2D pour faire de la télégestion, et on a équipé 100% de nos salariés avec des téléphones mobiles. En innovation RH, tous nos salariés ont une carte de visite parce que ils sont pas des simples femmes de ménage, mais ce sont des intervenants O2 et que c'est un élément de reconnaissance important. Au niveau, je vous l'ai dit, sur les évolutions d'amélioration, sur le salarié satisfait, c'est à 99,9% l'assurance d'un client satisfait. Donc on a des innovations dans tous les sens et à tous les niveaux, que ce soit technologique, RH, marketing. Et le dernier point que je voulais dire, et qui est vraiment essentiel, c'est qu'on me parle de services de confort et autres. Et la réalité, c'est que qui est le premier bénéficiaire des services à la personne? Qui est le premier bénéficiaire? Les particuliers? Avant, ils payaient 10 euros au black. Aujourd'hui, ils payent entre 20 et 22 euros avant réduction d'impôt. Et donc, 10 à 11 euros après réduction d'impôt, un an après. Est-ce qu'ils ont gagné financièrement? Non. Est-ce que... donc, économiquement, ils n'ont pas gagné. Ils ont gagné peut-être un peu de tranquillité d'esprit, mais on sait très bien que le travail au noir, globalement, il n'est pas très risqué en France pour un particulier. Donc, est-ce qu'ils ont vraiment gagné grand-chose? Non. Le premier bénéficiaire, c'est le salarié. Le salarié, avant, il était au black, il n'avait aucun droit, il n'avait aucune couverture sociale, aucune couverture retraite, rien du tout. Pour prendre un appartement, un logement, un crédit, machin, impossible quand vous êtes au black. Donc, le premier bénéficiaire, avant tout, c'est le salarié. Donc, il faut arrêter de dire que c'est un secteur qui profite trop aux riches. C'est un secteur qui profite avant tout aux salariés qui maintenant sont salariés et bénéficient d'une couverture sociale. Et le deuxième bénéficiaire, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure, c'est l'État. Parce que c'est économiquement pertinent. Et que l'État n'est plus bafoué par du travail au noir. Donc, les deux principaux bénéficiaires, ce ne sont pas les 10 ou 15% de la population les plus riches qui consomment les services à la personne. Parce que de toute façon, ils les consommaient au black hier, ou alors de toute façon, ils ont tellement de pognon qu'ils s'en foutent de ces réductions d'impôts parce que de toute façon, ils les dépassent. Donc les principaux bénéficiaires, ce sont les salariés et l'État. Et ça, c'est fondamental. Et il ne faut pas se tromper de combat. Et c'est pour ça que ça doit transcender les aspects gauche ou droite. Et ce n'est pas une niche fiscale pour des gens riches. Non, c'est bien un moyen pour répondre aux défis sociaux, faire en sorte que les Français travailleurs les plus faibles soient protégés par un cadre légal et un travail déclaré, et non pas soit au black, et c'est un avantage énorme pour l'État. Oui, voilà. Si je peux me permettre juste avant de conclure, vous avez raison sur le fait de dire qu'il y a ces deux bénéficiaires-là. La question, c'est quel est l'avenir d'un marché dans lequel le bénéficiaire, celui qui paye, est finalement assez exclu. Aujourd'hui, et ce qui explique peut-être, on peut considérer que les grandes entreprises, je vais m'expliquer, on peut considérer que les grandes entreprises se sont toutes trompées, Monoprix, Sodexo, La Poste, les banques, etc. On peut se demander simplement s'il n'y a pas un problème de demande également. Dans quelle mesure la demande correspond véritablement à l'offre qui est proposée. Et aujourd'hui, si je peux me permettre avec le regard extérieur que j'ai, peu de monde, ici, dans les 4 intervenants, ont parlé vraiment des consommateurs, celui qui va acheter le service. On a parlé de comment se structure, on a parlé des échecs, des possibilités, on a parlé de ceux qui vont faire effectivement du forum, ceux qui vont mettre en œuvre avec CST, ceux qui vont mettre en œuvre sous différentes formes. La question, elle est celui qui va payer. Vous avez raison de dire finalement, quel est l'avantage? S'acheter une bonne conscience, est-ce que c'est suffisant pour payer? La réponse est non. Sinon, on aurait beaucoup plus de structures, on aurait beaucoup plus d'offres qui se mettraient en œuvre. Et vous le dites vous-même en disant, finalement, qu'est-ce que ça apporte vraiment? On n'est pas tellement sanctionné quand on paye au noir, etc. en France. Donc, la question du bénéficiaire, je crois qu'elle n'est peut-être pas suffisamment abordée. Et qu'on l'aborde effectivement selon, oui, l'État, oui, le salarié, très clair. Mais si on n'adresse pas dans le service, et le service, c'est avant tout un service aux bénéficiaires, pour faire de la valeur, alors on peut se poser la question d'un avenir. Alors, c'est une question naïve, mais... C'est justement ce à quoi je vous avais répondu tout à l'heure en disant on a fait justement des niveaux, on a créé de la valeur ajoutée pour les clients qui voient la différence entre le prix et le coût. La notion de productivité dans les services, à la fois dans une heure de garde d'enfant mais dans une heure de ménage aussi. Mais en fait, j'ai surtout axé mon intervention, et je pense qu'un peu les uns les autres, on les a axés là-dessus, parce qu'on se rend compte qu'à trop parler du bénéfice pour les consommateurs, derrière, on nous renvoie à l'image que c'est fait pour les riches et donc que ça n'a aucun intérêt et que ce n'est pas quelque chose qui est économiquement
sustainable, durable économiquement, et que ce n'est pas non plus quelque chose de social. Donc c'est pour ça que je serais intervenu il y a encore quelques mois, je vous aurais parlé à mort, consommateur, innovation marketing, etc. Mais je me rends compte que le problème, c'est qu'à force de parler de ça, on a convaincu tout le monde que ça permet d'améliorer la qualité de vie, et que derrière, ils nous disent, bah ouais, mais le problème, c'est que ça profite qu'aux riches, et à ceux qui peuvent en bénéficier. Et que si on ne remet pas sur la table le fait que c'est économiquement intéressant pour les finances publiques, eh ben, tout ce secteur va disparaître. Et que si on ne remet pas sur la table le fait que le premier bénéficiaire, ce sont les salariés, eh ben, tout ce secteur va disparaître. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, mon discours il est essentiellement axé sur attention. Mon discours dans ce type d'intervention est essentiellement axé sur quels sont les bénéfices, la réponse aux défis sociaux, sociétaux et économiques de notre pays, parce que on y répond marketingement quand on s'adresse directement à nos clients. Et venez faire un site sur notre site o2.fr, vous allez voir qu'il y a énormément d'innovation marketing, qu'on répond vraiment de façon extrêmement précise et personnalisée à ce que cherchent nos clients. Et il y a absolument, aujourd'hui, il y a un vrai marché qui fait 17 milliards en déclarés d'euros, ce qui est quand même assez considérable. Bien, merci beaucoup. On doit conclure, on a déjà dépassé l'horaire. Merci à vous tous, en tout cas, vous quatre.